Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire aujourd'hui, nous commencerons avec un reportage exclusif dans la ville de Kirkouk en Irak après l'appel de son archevêque à la France pour aider les étudiants irakiens. Et puis nous reviendrons sur la dernière étape en Centrafrique du voyage historique du pape François sur le continent africain. La semaine dernière, la fondation Apprentis d'Auteuil récompensait ces jeunes. Nous vous proposons le portrait de l'un d'entre eux en fin de journal. Et puis dans notre dossier du mardi, on parlera des jeunes et du climat avec François Mandil, délégué national des scouts et guides de France. Bonsoir François Mandil. Bonsoir. Je vous dis à tout à l'heure. Et on commence avec les étudiants de Kirkouk en Irak. On vous en a parlé lors de l'Assemblée à Lourdes. Les évêques de France ont répondu à l'appel de Monseigneur Youssif Thomas Mirkis, archevêque de Kirkouk et Souleymaniye, pour aider les jeunes de son diocèse à poursuivre leurs études, essentielles pour qu'ils restent et contribuent à la reconstruction de l'Irak. Dès le 3 décembre, une campagne sera lancée par la Conférence des évêques de France pour soutenir ce projet financièrement. Nous avons voulu nous rendre en Irak pour comprendre la situation exacte de ces étudiants. Reportage de notre envoyé spécial Benjamin Vincent. Kirkouk, au nord de l'Irak, des étudiants font leurs courses au coin de la rue. Une scène banale, sauf que ceux-là ont tous quelque chose en commun, l'exil. Qu'ils soient chrétiens, yézidis ou musulmans, ils ont tous fui la région de Mossoul, devant Daesh. Ils vivent en maisonnée, loin de leur famille, car c'est ici que l'université de Mossoul a rouvert ses portes, elle-même en exil. We fled from Mosul because of the ISIS. So actually I remember we fled with my parents, with my family at 4 a.m. Last year we missed for the studying. But this year the church give us an opportunity to come to Kirkuk and they are right now supporting us for renting house, for helping us, supporting us with food, with many things. C'est Monseigneur Mirkis, évêque de Kirkouk, qui est à l'origine de ce projet. Cette année, le diocèse finance les études d'environ 400 étudiants, sans distinction d'origine et de religion. Objectif, leur permettre de reprendre leur vie en main. Je leur ai demandé de s'organiser dans la maison et surtout de réussir à la fin de l'année, parce que c'est le meilleur cadeau que je pourrais espérer d'eux. Ceux de l'année dernière, j'avais demandé la même chose et ils ont tous été très bien et tous avaient réussi. L'archevêque se rend un peu plus loin, cette fois dans une maisonnée d'étudiantes. Un débat commence sur l'émigration, cet autre exil qui tente la plupart de ces jeunes. Avec ce projet, Monseigneur Mirkis veut leur proposer un avenir ici, en Irak. Disons, l'effort qu'on déploie en émigrant est beaucoup plus grand que l'effort qu'on déploie en restant dans le pays et essayant de reconstruire. Puis tous les pays ont connu des malheurs. Pourquoi pas nous aussi reconstruire notre pays? C'est à notre portée. La décision de rester ou de partir leur appartient, mais pour l'heure, ces étudiants ont les soucis de tous les étudiants, réussir leur examen et décrocher un diplôme. Et puis notons cet appel à la prière du patriarche de Babylone des Chaldéens, sa béatitude Louis-Raphaël Ier Sako. Pendant le temps de l'Avent, les églises chaldéennes du monde prieront pour la libération de Mossoul et de l'ensemble de la plaine de Ninive. Ils prieront aussi pour les droits des minorités religieuses qui vivent en Irak. On reste au Moyen-Orient, en Turquie. Cela nous avait tous marqué le 3 juin 2010. Monseigneur Luigi Padovese, évêque de la communauté du vicariat apostolique d'Anatolie, était assassiné par son chauffeur. 5 ans après, le diocèse a fêté son nouvel évêque. C'était dimanche dans l'église cathédrale de l'Annonciation à Iskandroun. Il s'agit de Monseigneur Paolo Bizzetti. Nous l'avons joint par téléphone sur sa mission. Certamente non sono ingenuo e so benissimo che I rischi della vita sono concreti. Tuttavia io penso che sia bello fare il pastore con queste comunità che da 5 anni attendono un pastore e che hanno bisogno di un pastore. Le chiese d'Oriente, le chiese d'Occidente sono diventate parenti molto alla lontana, invece sono chiese sorelle. Allora venite, incontriamoci, mettiamo a confronto le tradizioni delle chiese di qua e le nostre tradizioni. Tornare ad essere chiese sorelle sarà un vantaggio per tutti. Parmi les actes très forts du pape François en Afrique, on peut retenir l'ouverture de la porte sainte de la Miséricorde à la cathédrale de Bangui.
C'était dimanche. Bangui est aujourd'hui la capitale spirituelle du monde, là où la porte de la miséricorde est ouverte, a dit le pape, associant dans une prière tous les pays qui souffrent. Le Saint-Père a fait le choix d'ouvrir cette porte avant celle de la basilique Saint-Pierre le 8 décembre pour encourager les Centrafricains à être des témoins de miséricorde et de réconciliation. Le pape a ensuite célébré la messe du dimanche de l'Avent dans une intense ferveur avec les prêtres, les religieux et religieuses ainsi que les jeunes et les catéchistes. Il les a encouragés à être des artisans du pardon. Anche quando le forze del male si scatenano, i cristiani devono rispondere all'appello a testa alta, pronti a resistere in questa battaglia in cui Dio avrà l'ultima parola e questa parola sarà di amore e di pace. Le Saint-Père a achevé son voyage africain hier midi après une visite à la mosquée et à la messe dans le stade Barthélemy Boganda à Bangui. 30 000 personnes l'ont accueilli avec enthousiasme et une grande ferveur, comme on le voit sur ces images. Je vous invite bien sûr à revivre l'intégralité de ce voyage sur notre site internet. Le style de vie actuel avec sa culture de marginalisation est insoutenable et ne doit pas avoir droit de citer dans nos modèles d'éducation et de développement. C'est l'avertissement lancé par le cardinal Pietro Parolin aux participants à la COP21. Le secrétaire d'État du Saint-Siège représente le pape François à ce sommet mondial sur le climat qui a commencé hier à Paris. Et samedi, près de 1000 pèlerins climatiques ont inauguré cet événement à la basilique Saint-Denis. Inégalité des ressources, responsabilité face aux générations futures, engagement chrétien, c'était les mots d'ordre de cette célébration œcuménique. Unis pour le climat. Après une longue marche, les pèlerins climatiques se sont réunis à la basilique Saint-Denis ce samedi matin. Des pèlerins venus des 4 coins du globe pour la COP21 qui ont, chacun dans leur langue et à leur façon, prié pour la planète. C'est le cas d'un groupe de Philippins catholiques mené par Yeb Sanyo. Passés par plusieurs lieux symboliques du dérèglement climatique ou encore par Rome, ils viennent donner une voix aux pays peu développés, souvent les plus impactés par les changements environnementaux. C'est un problème de vie et de mort pour mon pays. Des gens sont en train de mourir à cause des changements climatiques. La montée des eaux affecte de nombreuses îles et côtes. Avec les températures de plus en plus chaudes, cela devient difficile pour les gens de planter des récoltes. Les pèlerins et les responsables religieux ont ensuite remis à Nicolas Hulot, représentant de François Hollande, plusieurs pétitions que chaque groupe faisait signer lors de leur marche. Ils ont réussi à récolter plus d'1 780 000 signatures avec un message: il faut qu'à Paris, les dirigeants prennent des décisions. La mobilisation des autorités religieuses, qu'on soit croyant ou pas, ça a sorti de son ghetto cet enjeu-là. On a bien compris que ce n'est plus un simple problème environnemental. C'est un enjeu universel, c'est un enjeu d'humanité. Il est possible de changer, des changements de style de vie, des transformations du système économique, financier, de production au monde. Et tout cela requiert un effort très grand. Mais on doit le faire, on peut le faire. François Hollande a promis de recevoir une délégation des pèlerins dans la semaine. Reste à savoir s'ils seront entendus par les dirigeants mondiaux. J'ajoute que vous pourrez suivre en direct la célébration œcuménique pour le climat depuis Notre-Dame de Paris, jeudi à 19h30. Parlons maintenant de la Fondation des apprentis d'Auteuil et de sa semaine sociale de la réussite. Lancée en 2009, elle récompense l'investissement des 3000 jeunes qu'elle accueille. Obtention d'un diplôme, développement d'un talent particulier ou effort de comportement. À la clé, un certificat de réussite remis devant les familles et la communauté éducative. Nous avons rencontré l'un des récompensés. Brice a obtenu son bac l'année dernière. Il y a 3 ans, Brice Nana a quitté le domicile familial. Les problèmes qu'il avait avec ses parents ont affecté sa scolarité. Ici à Sannois, la Fondation d'Auteuil l'a prise en charge et jeudi dernier, cette fondation catholique l'a même récompensé pour l'obtention de son bac. C'est une fierté personnelle d'avoir réussi une partie de ses études parce que c'est pas encore fini. Et surtout une envie de continuer. Je dis qu'il y a des gens qui croient que je peux faire quelque chose, qui ont confiance en moi et qui me donnent la possibilité d'avancer.
La Fondation des apprentis d'Auteuil accompagne chaque année 30 000 jeunes en difficulté sociale ou scolaire. Et tous les ans, elle organise la semaine de la réussite où 3 000 d'entre eux sont récompensés. Alors, la semaine de la réussite, c'est de grouper l'ensemble des établissements d'apprentis d'Auteuil sur ce moment qui est très important en termes éducatifs, au moment où on prend le temps de dire aux jeunes qui a fait des efforts pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, parfois plus, qu'il est arrivé à un résultat, quel qu'il soit, et c'est quelque chose de très constructeur. Et c'est un vrai potentiel social qui est fêté. Aujourd'hui, Brice trace peu à peu son chemin. Étudiant en BTS bâtiment, il espère devenir ingénieur en génie civil. Soulignons un autre succès maintenant. 193 veillées pour la vie ont été proposées samedi soir dans les diocèses de France, mais aussi en Belgique et en Italie. Une proposition qui se développe chaque année. Ces veillées pour la vie ont été lancées par Benoît XVI dans le sillage de Saint Jean-Paul II. Elles ont été ensuite encouragées par le pape François en 2013. Cela ne vous a peut-être pas échappé. Aujourd'hui, nous fêtons le bienheureux Charles de Foucault. Je vous rappelle également que cette année, c'est le 100e anniversaire de sa mort. Pour l'occasion, Francesco Agnello, connu pour avoir monté la pièce de théâtre Pierre et Mohamed, a réalisé un nouveau spectacle, Charles de Foucault, frère universel. La prochaine représentation est prévue à Marseille le 11 décembre. À noter également cette semaine l'élection du père Mauro Giori comme nouveau président de l'Union des supérieurs généraux. Il a été élu le 26 novembre au cours de la 86e assemblée des supérieurs généraux à Rome. Ce ministre général des frères mineurs capucins succède au père Adolfo Nicola, préposé général de la Compagnie de Jésus. La semaine dernière, nous vous parlions de l'initiative des Dominicains pour l'Avent qui propose des retraites en ligne. Eh bien, cette semaine, nous terminons avec celle de la communauté Saint-Martin. Elle propose un calendrier de l'Avent sur son site internet. Chaque jour, les séminaristes de la maison de formation vous proposent une méditation sur l'évangile du jour et un effort concret pour vivre cette période de l'Avent. Voilà ce que nous avons retenu pour vous aujourd'hui. C'est l'heure de votre chronique Vue de Rome, ou plus précisément Vue du ciel cette semaine. Dans l'avion qui le ramenait à Rome de Bangui, le pape François a répondu aux journalistes. Philippine de Saint-Pierre l'a interrogé sur le fondamentalisme religieux qui menace toute la planète. On regarde. Sappiamo che il fondamentalismo religioso minaccia il pianeta intero. L'abbiamo visto anche a Parigi. Allora, di fronte a questo pericolo, lei pensa che i dignitari religiosi devono intervenire di più nel campo politico? Intervenire nel campo politico, se vuol dire fare politica, no. Faccia il prete, il pastore, l'imam, il rabbino. Questa è la sua vocazione. Ma si fa una politica indiretta con la predica dei valori veri, dei valori, e uno dei valori più grandi è la fratellanza fra noi. Siamo tutti figli di Dio, abbiamo lo stesso Padre, e in questo senso si deve fare una politica di unità, di riconciliazione. Una parola che non mi piace, ma devo usarla, di tolleranza, ma non solo tolleranza, convivenza, amicizia. È così. Il fondamentalismo è una malattia che c'è in tutte le religioni. Noi cattolici ne abbiamo alcuni, e non alcuni, tanti. Che si credono con la verità assoluta e vanno avanti sporcando gli altri con la calunnia, con la diffamazione, e fanno male. E questo lo dico perché è la mia chiesa, no? Anche noi, tutti. E si deve combattere. Il fondamentalismo religioso non è religioso. Perché? Perché manca Dio. È idolatrico, come è idolatrico il denaro. Fare politica nel senso di
convincere a questa gente che ha questa tendenza. È una politica che dobbiamo fare i leaders religiosi, no? Ma il fondamentalismo che finisce sempre in una tragedia o in reati è una cosa cattiva, ma viene in tutte le religioni un pezzetto. Le pape François a aussi évoqué son voyage en Afrique, l'idolâtrie de l'argent, la COP21, le préservatif ou encore la corruption. Retrouvez l'intégralité de cette conférence de presse par le pape François sur notre site www.ktotv.com. Il est temps de retrouver notre invité pour notre dossier du mardi. Vous le savez, près de 150 chefs d'État sont réunis actuellement au Bourget pour la COP21. La jeunesse s'est aussi emparée de la question du climat. Pour preuve, ce grand rassemblement à Villepinte la semaine dernière, la COI 11. Les scouts et guides de France ont co-organisé ce rendez-vous. Pour en parler, nous accueillons son délégué national, François Mindil. Alors, pour commencer, je vous demanderai une réaction en quelques mots. Le pape François a déclaré depuis l'Afrique avant la COP21 « C'est maintenant ou jamais ». Quel est votre sentiment par rapport à cette intervention du pape François ? D'abord, on peut le remercier de mobiliser autant et de prendre autant la parole sur le sujet. On voit qu'il apporte énormément. Après, oui, bien sûr, c'est maintenant ou jamais. Moi, je me souviens de Jacques Chirac disant « La maison brûle et nous regardons ailleurs ». On peut dire que ça fait déjà des années que c'est maintenant ou jamais. Aujourd'hui, on en est à devoir limiter le réchauffement à plus de degrés. Évidemment, il va falloir y aller. Tout devient toujours plus urgent. Alors, on va revenir sur votre engagement pour le climat et aussi avec les jeunes. Alors, vous avez co-organisé la COI 11 la semaine dernière. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de quoi il s'agissait et qu'est-ce que vous avez observé ? Alors, la COI 11, c'est la 11e COI, donc Conference of Youth, conférence des jeunes, qui a lieu chaque année juste avant la COP, dans le pays organisateur, et qui en général réunit 500 à 1000 jeunes, qui sont plutôt des spécialistes. Et on a décidé cette année, avec les autres organisations organisatrices, le REFED, le WARN, Avenir Climatique et Climates, on a décidé de l'élargir le plus possible pour éviter de ne rassembler que des spécialistes, mais pour avoir tous les réseaux de jeunes plus ou moins impliqués, plus ou moins conscientisés, qui veulent venir se former. Et ce qu'on a perçu, c'est que la jeunesse est créative, ça on le savait, elle est mobilisée. Je ne vais pas dire qu'il y avait toute la jeunesse qui était représentée là, mais en tout cas, elle a répondu présent et elle a des idées et elle a envie de s'engager. Alors, cet après-midi, le cardinal Parolin, qui représente le Vatican à la COP21, il s'est exprimé devant les participants. Il a dit, je le cite, que les solutions techniques seront insuffisantes si nous n'abordons pas au fond l'éducation au style de vie durable et une conscience responsable. Vous, en tant qu'éducateur, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous le rejoignez, le cardinal Parolin, et pourquoi ? Alors, évidemment, on le rejoint, bien sûr. Je crois que sur beaucoup de sujets, l'éducation est la clé. C'est aussi ce que le pape appelle la conversion écologique. Et d'ailleurs, l'éducation, c'est aussi tout au long de la vie. Et je pense que nous, mouvement d'éducation populaire, avons à apporter des valeurs aux enfants, aux jeunes. Et on doit aussi, je pense, témoigner auprès des adultes de l'importance d'une conversion écologique. Et donc, je crois que l'un des travers qu'on a pu avoir pendant longtemps, c'est de présenter la réponse au changement climatique comme une contrainte. Il va falloir faire des efforts, il va falloir se limiter, il va falloir renoncer à un certain nombre de choses. Et je pense que, d'autant plus parce que nous sommes un mouvement d'éducation populaire catholique, nous devons témoigner que cette conversion écologique n'est pas une contrainte, c'est une libération. On peut témoigner, nous, mouvement de scoutisme, que vivre simplement dans la nature, de façon coopérative et non pas par la compétition, c'est quelque chose qui rend heureux. Et donc la conversion écologique, c'est une libération et ce n'est pas une contrainte. Alors concrètement, comment est-ce qu'elle se manifeste, cette conversion écologique ? Qu'est-ce que vous faites Alors, c'est pas parce que depuis 100 ans on vit dans la nature qu'on est exemplaire, loin de là. Par contre, on est peut-être un terreau favorable, c'est-à-dire qu'on a une sensibilité qui nous permet, qui nous donne une responsabilité supplémentaire d'ailleurs pour être aux avant-gardes. Donc je crois que nous avons à permettre aux enfants et aux jeunes que nous accompagnons et aux familles avec qui nous travaillons, nous devons leur
permettent d'expérimenter justement cette sobriété heureuse, le fait que ce qui rend heureux, c'est le fait d'être en harmonie avec son environnement naturel et humain, et ce n'est pas la course à la consommation. Alors, comment est-ce que l'éducation auprès des plus jeunes, des jeunes enfants, elle peut être un levier pour lutter contre le réchauffement climatique ? Si on ne donne pas aux enfants, aux jeunes, la possibilité d'expérimenter concrètement, effectivement, ça ne leur donnera pas envie. Et on a besoin de montrer et de faire comprendre que ça rend heureux. Enfin, je crois que c'est très important. Et l'une des forces du scoutisme, c'est d'être une pédagogie de l'action et d'être les pieds dans le terrain. Et quand on est en camp, on a les pieds dans le gazon, on lève les yeux, on a la tête dans les étoiles, et on a à la fois cette proximité avec la nature, on a cette expérience de la transcendance, et quand on est en pleine nature et qu'on vit avec, on aime la nature, et en général, ce qu'on aime, on a envie de le protéger. Qu'est-ce que vous observez auprès de ces jeunes ? Comment est-ce qu'ils réagissent ? Est-ce qu'ils sont attentifs justement à cette planète, plus que nous, peut-être, nous pouvions l'être à notre génération ? Alors, je crois que déjà, les générations actuelles sont des générations qui ont vécu en permanence avec le discours de crise. Donc, ils sont peut-être moins attachés à un monde tel qu'on le présentait dans les années 70, le monde des 30 glorieuses, qu'on devrait peut-être plus bientôt appeler les 30 glorieuses. Ils y sont moins attachés. Ça, c'est une première chose. Et puis, la deuxième chose, je reprends l'exemple de Europe, notre rassemblement qu'on a fait cet été à Strasbourg avec 15 000 adolescents de 14-17 ans de toute l'Europe. Et l'un des piliers éducatifs du rassemblement, c'était la sobriété heureuse. Et on peut se dire comme ça, sobriété, ce n'est pas un terme qui fait rêver les jeunes. Et en fait, si on leur donne les moyens de comprendre ce que c'est, si on leur donne les moyens d'expérimenter, on s'est rendu compte qu'effectivement, ils sont très intéressés et ils ont envie d'expérimenter. Alors, comme éducateur, vous allez vous participer aussi la semaine prochaine à la COP21. Qu'est-ce que vous allez y faire et qu'est-ce que vous allez y dire ? Alors, les mouvements internationaux de scoutisme sont reconnus comme mouvements représentatifs de la jeunesse par l'ONU. Donc, nous avons des délégués qui sont au Bourget pendant les 15 jours. Le chef de la délégation de l'OMMS, donc de l'Organisation des mouvements scouts, est un chef louveteau, Jeannette Damien, qui est là pendant 15 jours. Le message qu'on va y porter, c'est justement l'attention à l'éducation, notamment à l'éducation à l'environnement et au développement durable, cette importance que ça doit prendre dans l'ensemble du monde éducatif et également dans le monde scolaire, par exemple. Et ça prend en compte également des choses comme la résolution non violente des conflits. Nous considérons que ça fait partie aussi de l'éducation à l'environnement. Et puis, nous allons porter l'urgence, le besoin d'urgence de réaction et l'importance de la prise en compte de la jeunesse. Très bien, merci beaucoup François Maindill d'avoir accepté notre invitation. Quant à nous, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.kto.tv.com. On se retrouve jeudi. Excellente soirée sur KTO.